Je crois que le critère numéro 1 que je me suis fixé quand j'ai préparé l'aménagement de mon fourgon, c'est que je ne voulais pas de gaz. En fait, je ne comprends pas pourquoi on installe encore du gaz dans un véhicule aménagé parfois. J'y ai tout de suite vu plein de contraintes, que ce soit pour la sécurité, l'espace que peut prendre le stockage avec un caisson étanche, et puis il y a l'homologation VASP. Pour un premier aménagement en plus, et du gaz, pourquoi faire au final? C'est ce qu'on verra plus loin dans cette vidéo bien sûr. On pourrait penser que de ne pas installer de gaz dans un van ou un fourgon obligerait à mettre le paquet sur l'autonomie électrique. Tant d'idées reçues. Même si en fait, ça dépend de pas mal de choses. Mais aujourd'hui, avec les batteries lithium, on est obligé d'avoir un autre regard sur la conception de nos aménagements. Le gaz, c'est un peu comme les batteries gel-plomb. À un moment donné, il va falloir lâcher prise avec tout ça, vous pensez pas? Nous allons voir dans cette vidéo les différentes utilisations du gaz en véhicule aménagé et comment remplacer ça par des systèmes plus simples et plus modernes. Et vous allez voir qu'on peut faire pas mal d'économies au final. Mais avant de commencer, vous pouvez toujours vous procurer les secrets de l'autonomie électrique en van aménagé, disponibles en description. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous mettre un petit like d'encouragement, car on a encore pas mal de sujets à aborder dans les prochaines vidéos. On va passer maintenant en revue les 4 utilisations qu'on peut trouver dans un van, fourgon aménagé ou bien encore un camping-car bien sûr. Et je vais pouvoir vous présenter les alternatives les plus judicieuses et qui sont en phase avec les dernières innovations technologiques qu'on a connues ces 3-4 dernières années. Commençons par la partie chauffage qui est un gros poste de consommation. Perso, je ne comprends pas qu'on installe encore du chauffage au gaz dans un véhicule aménagé. Car quand on voyage déjà, c'est pas toujours si évident que ça de trouver des bouteilles compatibles avec notre installation ou encore du GPL pour ceux qui ont converti leur véhicule au GPL. Tout ça dépend des pays, bien sûr. L'installation coûte assez cher. Un radiateur au gaz coûte dans les 500 € et un radiateur à air pulsé coûte entre 1000 et 1500 €. Donc l'alternative la plus évidente, c'est vraiment le chauffage au gasoil. Car on a déjà les Shinasto qui coûtent moins de 200 € sur Amazon, mais aussi un modèle comme l'Autotherm R2D qui est homologable VASP et très bon marché, qui va coûter dans les 500 € sans option. Ça reste quand même plus simple pour se chauffer, surtout qu'on prend directement le gasoil dans le réservoir du véhicule. C'est un énorme gain de place, d'autant que personnellement j'ai installé le mien sous mon fourgon, donc niveau encombrement ça se limite à une gaine qui arrive du sol dans l'habitacle, et niveau sécurité, le gasoil ça n'a pas ce côté explosif qu'on peut retrouver sur le gaz. Et même pour l'utilisateur, on a plus ce problème d'une éventuelle fuite de gaz à l'intérieur du van. Mais pour le gasoil, vous me direz, il y a les gaz d'échappement. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai mis mon Autotherm à l'extérieur, qui est quand même plus rassurant. D'autant qu'un gaz d'échappement, on peut pas passer à côté de l'odeur contrairement au gaz. En résumé, l'installation est plus simple, prend moins de place, coûte moins cher, et en termes de consommation, pour le coup, c'est à peu près équivalent, surtout que le gasoil, on est sûr d'en trouver partout, et on en a de toute façon besoin pour faire avancer le véhicule. Une autre solution qui peut vous permettre de passer une nuit chaude sans chauffage, et en tout cas diminuer votre consommation, c'est la couverture chauffante électrique. Avec une installation électrique bien dimensionnée, la consommation n'est vraiment pas si élevée, et croyez-moi, même en plein hiver par des températures négatives, on peut se retrouver à avoir vraiment chaud sous la couette. Ce type de couverture, à pleine puissance en position 3, consomme environ 4 ampères, mais on peut pas dormir en position 3. C'est beaucoup trop chaud. C'est soit 1, soit 2. En position 2, c'est 2 ampères de conso, donc pour une nuit de 8-10 heures, on va consommer entre 16 à 20 ampères-heure, consommation du convertisseur de tension comprise. Sur une batterie de 200 à 300 ampères-heure, au lithium, c'est vraiment pas grand chose. Et si vous mettez en position 1, c'est 1 ampère de consommation, donc 8 à 10 ampères-heure pour une grosse nuit de sommeil. La deuxième utilisation du gaz, pour rester dans la continuité, c'est le chauffage de l'eau. Alors il existe bien sûr des systèmes tout en un, des combos qui font chauffage plus chauffe-eau. Le coût est assez élevé, mais il existe bien là la possibilité de remplacer le gaz par le diesel. Mais ce n'est pour moi pas encore l'idéal. Si on reste sur l'idée de remplacer un système par un autre, prenons un exemple que je vois encore sur beaucoup d'installations, c'est par exemple le chauffage gaz Truma Boiler B10, qui a un coût non négligeable, sans parler du stockage du gaz. Je suis sûr que vous ne allez pas être surpris de ma proposition pour remplacer un chauffe-eau gaz, c'est l'utilisation d'un chauffe-eau électrique. Car oui, avec du lithium c'est possible, et de plus les coûts ont largement baissé ces 2 dernières années. Avant de parler consommation, côté matériel déjà, vous avez des chauffe-eau isolés type Pudman qui fonctionnent sous différentes tensions de 12 volts à 230 volts, avec des puissances assez faibles, entre 200 et 500 watts. Mais j'ai encore moins cher. Il existe des petits chauffe-eau électriques domestiques, donc en 230 volts, et d'une puissance de 1500 watts, qu'on peut facilement trouver à partir de 95 €. On parle ici de mini ballons d'eau chaude avec une réserve de 10 litres isolée qu'on met généralement sous un évier. Alors je sais, c'est un sujet polémique, mais je pense faire une vidéo détaillée sur ce sujet prochainement. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez qu'on détaille tous les calculs de consommation. Mais sachez une chose, ce n'est justement pas la consommation qu'il faut absolument garder en tête, mais le temps d'utilisation. Avec ce type de chauffe-eau, on peut fonctionner très confortablement en consommant moins de 500 Wh par jour sur sa batterie, car il ne
sera utilisé que quelques minutes par jour. Après moi, pour une solution toute électrique, je conseille impérativement une batterie lithium, c'est une évidence, et d'une capacité raisonnable comme 300 Ah, ce qui fait 3800 Wh de capacité, donc ça laisse de la marge, mais on y reviendra dans une prochaine vidéo. Pour la partie cuisson, c'est pareil, on va casser les codes avec une plaque à induction, et tout ça pour à peine plus de 100 €. Je sais que beaucoup me demandent où j'ai trouvé ma plaque à induction qui fait que 800 watts de puissance. Et bien sur Amazon, elle s'est parfaitement intégrée sur mon plan de travail en bois et a passé sans problème l'homologation VASP. Donc si vous avez réussi à passer le cap psychologique des 1500 watts du chauffe-eau électrique, dont je viens de vous parler, alors les 800 watts de la plaque à induction devraient passer facilement, vous pensez pas? Perso, si je m'en sers 15 minutes par jour à pleine puissance, c'est le bout du monde. Donc 800 watts, ça fait 62,5 ampères sur 15 minutes, ça donne environ 15 ampères de prise sur ma batterie lithium. Encore une fois, si vous avez un modèle de 200 à 300 ampères de capacité, on passe largement. Là encore, on calme son mental sur la puissance et on garde le temps d'utilisation sur la journée. Et c'est très raisonnable quand on parle que de quelques minutes par jour. D'ailleurs, je me permets de faire un petit retour sur le chauffe-eau électrique. Personnellement, j'utilise la douche solaire Decathlon pour prendre ma douche dans mon van. Mais en hiver, comment croyez-vous que je chauffe l'eau? Avec une bonne casserole d'eau chaude, chauffée avec ma plaque à induction, que je verse pour tempérer l'eau de ma douche tout simplement. Je connais des gens qui fonctionnent comme ça en vivant à l'année. Donc après, chacun met son niveau de confort là où il le veut. La dernière utilisation du gaz, c'est le frigo. Alors ça concerne plus les frigos à absorption, mais là je vous avoue qu'on parle d'une technologie d'une autre époque. Aujourd'hui, si vous devez acheter un frigo et que vous ne le prenez pas en électrique, il faudra quand même m'expliquer pourquoi. Alors qu'il soit en 12 volts ou en 230 volts, comme j'en ai parlé dans une précédente vidéo que vous pouvez retrouver par ici, c'est à vous de voir. Dans tous les cas, si vous utilisez un frigo domestique en 230 volts, prenez un convertisseur de tension dédié avec une puissance de 500 à 800 watts maximum pour limiter les pertes. Et un autre, par exemple de 2000 watts nominal, qui sera dédié uniquement pour le chauffe-eau électrique et la plaque à induction. Sans les faire fonctionner en même temps bien sûr, et on pourra mettre le convertisseur hors tension quand on n'utilise aucun des deux appareils électriques. Donc pour résumer, pour remplacer le gaz, c'est assez simple. Pour le chauffage, la solution la plus évidente, c'est le gasoil, quand on est hors réseau, sinon électrique quand on est raccordé à une prise de service. Sans oublier la fameuse couverture chauffante. Pour le chauffe-eau, eh bien moi j'irai vers du 100% électrique, au risque d'en faire bondir certains, ou du gasoil en alternative. La cuisson, c'est le plus facile pour passer à l'électrique, au final grâce à l'induction et à la petite plaque que je vous conseille. Et enfin, le frigo doit impérativement être en électrique aujourd'hui, sinon c'est un non-sens total. L'avantage d'avoir tout électrique, c'est que quand vous arrivez pour vous brancher sur une prise de service, tout va fonctionner à l'électrique. Le chauffage, le chauffe-eau, que vous remettez à température, la cuisson, et en plus vous rechargez vos batteries lithium si elles ont besoin d'un complément. Il ne vous reste plus qu'à mettre en perspective le prix des appareils au gaz, l'achat du gaz, le stockage, ses risques, ses contraintes, etc. Versus le prix des appareils que je vous suggère, l'économie réalisée vous laisseront certainement du budget pour acheter des batteries lithium de capacité suffisante et d'un convertisseur de tension. J'y reviendrai plus en détail dans une prochaine vidéo. Si vous voulez retrouver tout mon setup, les batteries lithium les plus intéressantes à acheter, c'est en description de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à m'encourager en vous abonnant à la chaîne et à liker si vous aimez mon contenu. À bientôt.